Pas moi un peu. Bonjour à tous, on est à Devoxx France 2015 ici et je suis avec David et Ludo. Salut les gars. Salut. Merci. Et donc on va parler plutôt cloud aujourd'hui, parce que c'est les sujets des différentes sessions essentiellement donc de Ludo et de David. En particulier, hier vous avez fait une session qui faisait bien 3 heures, pas loin. 3 heures, ouais. Où vous avez décliné une application avec différentes technologies, c'est ça? Oui, en fait on a déployé la même application sur toutes les technos du cloud Google quasiment, App Engine, Compute Engine, Kubernetes. C'est une application assez Frankenstein. En fait, c'est 2 applications dans une seule. C'est à la fois écrit en Java et aussi en Node.js, donc qui est le nouveau runtime de Alors avant de parler de détails d'implémentation, de langage, quand on est dans le cloud, en gros, il y a une grosse segmentation entre les gens qui disent moi je veux tout faire, donne-moi une VM puissante, bien connectée, SSH. Et good luck, c'est moi qui fais tout. Donc ça c'est l'infrastructure, l'approche infrastructure. Éventuellement, il y aura du Docker, éventuellement, j'aurai des outils pour améliorer un peu la situation. Et puis il y a l'autre approche, c'est App Engine historique où je te donne mon code et s'il y a un problème, c'est la faute de Google. Et donc il y avait ces 2 approches-là, mais il y a plein d'autres choses qui apparaissent entre les deux. Il y avait plusieurs dimensions dans la démo. C'était un peu long à suivre, mais je pense que tous les gens je vous préviens. Alors première heure. Donc il y avait les dimensions effectivement App Engine, Container Engine et Compute Engine. D'accord. C'est un spectrum de Compute Engine pour que les gens comprennent bien. Là, on est sur les VM. Donc voilà. App Engine, tu donnes le code et puis la scalabilité automatique. Si on crée des VM, on crée des VM. Si on crée autre chose, c'est pas ton problème. Tu as mentionné Container Engine. Donc c'est le truc un peu au milieu en fait qui permet de décrire ses propres clusters avec une intention de combien de nœuds le cluster doit avoir. Déclaratif, c'est ça le mot-clé. Et le système gère ça automatiquement. Donc là, c'est un petit peu plus bas niveau qu'App Engine où il n'y a même pas de notion de cluster. En fait, c'est App Engine qui décide quand embooter ou détruire des process. Là, au niveau cluster, il y a plus de capability pour le customiser toi-même. Et donc là, on est sur une techno open source qui est offerte sous forme de service. Kubernetes, c'est Kubernetes open source qui effectivement gère un cluster de conteneurs Docker. Et ce qu'on a vraiment aussi essayé de montrer, c'est, tu disais, il y a toute cette échelle de je veux tout gérer, je veux rien gérer. Hein, et on a essayé de montrer que l'utilisateur, le développeur, il est assez libre de changer à tout moment. Avec une plateforme comme celle de Google, finalement, s'il arrive à packager son application dans un conteneur Docker, il peut commencer avec je fais tout moi-même, et puis quand ça monte en charge, il peut dire non, Google, fais tout toi-même, et c'est assez libre à tout moment. Ouais, donc là, le truc important, effectivement, le code applicatif ne change pas. En fait, avec la nouvelle vague des API Google, où récemment les API étaient vraiment liées à App Engine. Par exemple, le Data Store était lié à App Engine. Maintenant, les API Data Store peuvent tourner n'importe où, y compris sur ton laptop, sur Heroku. D'ailleurs, tu as la démo faire la démo, personne ne voulait la voir. Oui, mais bon, ça marche. Heroku, peut-être que demain, avec la nouvelle annonce Microsoft, on pourrait déployer la même application qui accède le même Data Store sur la plateforme Windows. Donc, le code applicatif reste hautement portable, même peut-être plus portable que la plateforme. Il y a 2 choses là qui me paraissent importantes. C'est Docker un petit peu à tous les étages, qui est peut-être pas obligatoire non plus, mais c'est quand même ce qui permet d'avoir un certain niveau d'abstraction. On a montré que l'application, elle marchait, le même code applicatif marchait aussi à l'extérieur de Docker. Oui. Et donc vraiment, tu fais ton application Java ou Node normale, tu la packages dans Docker si tu veux, mais et le fait de packager dans Docker, ça te permet de la déployer n'importe où, sur n'importe quel cloud, n'importe quelle techno de Google, et ça, c'était vraiment sympa. Donc ça, c'est le premier point, c'est Docker, c'est une innovation technologique qui est embrassée, comme on dit, par Google dans ses différentes technologies. Et puis après, il y a l'approche du cloud Google où on essaye d'avoir quelque chose qui est une somme de services composables, où tu parlais du Data Store, donc c'est le NoSQL de Google. On peut peut-être vouloir utiliser juste ça, donc c'est exactement. Donc ça c'est tout en restant avec son fournisseur. Cloud Google, c'est que la plupart maintenant des API Google, et c'est la direction vers laquelle on va, sont accessibles de n'importe où. Donc en fait, si vous avez déjà une application bien ancrée dans par exemple Amazon, mais que vous voulez profiter de la scalability de Data Store avec des pipes vers BigQuery ou des petits points de technologie que vous voulez utiliser dans Google, maintenant c'est possible. D'accord. Je voudrais prendre un exemple un peu plus précis qui est le cas d'usage où on est sur App Engine. Et historiquement, App Engine, quand ça marche, quand on est dans un scénario où les contraintes imposées par App Engine historique
nous vont bien, c'est formidable parce que ça se cale tout seul et très bien. Et puis il y a tous ces cas où on a besoin d'utiliser ce petit bout de code natif, cette version de Java qui n'est pas encore tout à fait supportée, toutes ces choses-là. Donc là, il y a quelque chose qui s'appelle ManageVM. Tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? C'est marrant. Donc cette semaine, c'est le 7e anniversaire d'App Engine qui a été lancé en 2008, il y a 7 semaines. Et donc depuis ces 7 ans, en fait, la plateforme a énormément évolué. En termes de scalabilité, on a des très très gros clients maintenant. Et maintenant, cette plateforme, tout en gardant la simplicité de déclaration, de d'écrire du code, et on le gère pour vous au niveau cloud, on essaye de upgrader la plateforme vers le monde Compute Engine. Donc où là, vous n'êtes plus limité par la couche de sécurité de App Engine telle qu'on connaît actuellement, où vous ne pouvez pas faire du code natif, puisque ça tourne dans les data centers de Google en partagé avec d'autres process. Là, l'équivalent peut aussi tourner maintenant sur Compute Engine avec ce qu'on appelle des ManageVM. L'expérience utilisateur doit plus ou moins rester la même, c'est-à-dire vous écrivez votre code, vous le déployez et il tourne, sauf que maintenant il va tourner dans un Docker container qui tourne dans une ManageVM gérée par App Engine. Mais ça vous offre la sécurité d'abord. La sécurité n'est plus au niveau du runtime, elle est au niveau de la VM. D'accord. Et donc là, vous pouvez apt-get, faire ce que vous voulez sur votre VM parce que c'est votre VM. Vous pouvez la tuer quand vous êtes en dehors de mémoire. Si vous consommez toute la mémoire, eh bien, la VM va crasher et App Engine va la redémarrer automatiquement. D'accord. Si on prend le problème dans l'autre sens, on part de Compute Engine où on sait tout faire. Et puis à un moment donné, on se dit que notre métier, c'est pas de démarrer des services, c'est de faire tout ça. À ce moment-là, il y a la possibilité, on a parlé, d'utiliser Kubernetes. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu le principe. Docker, c'est typiquement quelque chose qui va faire tourner un applicatif, un nœud, on peut en avoir plusieurs, et on va avoir des problématiques d'avoir peut-être du load balancing sur plusieurs serveurs applicatifs. Et là, donc Kubernetes permet de manière déclarative de dire ce qu'on voudrait avoir. Globalement, avec Kubernetes, on décrit dans des fichiers JSON, on décrit l'architecture cible de notre cluster. On a tant de nœuds Java, tant de nœuds MongoDB, il communique comme ci, comme ça. On a un frontal qui fait du load balancing devant. On décrit tout ça. Et puis on dit au cluster, ça, assure-toi que la réalité soit conforme à mon souhait. Et donc, lui, après, il fait le cluster Kubernetes réconcilie en permanence l'état réel des nœuds avec ce qu'on lui a demandé. Donc, si on lui dit, je voudrais qu'il y ait 10 nœuds Java qui soient déployés, il vérifie combien sont déployés. S'il n'y en a que 2, il va en déployer 8 de plus. Ça tranche un peu avec l'approche classique, impérative, où on dit, tiens, j'en ai 2, j'en veux 10, donc j'en crée 8. Mais on est vraiment nous-mêmes obligés d'être devant le monitoring, savoir combien de nœuds sont tombés, combien de nœuds sont up. Alors que là, c'est vraiment le cluster qui va réconcilier en permanence l'architecture cible avec la réalité. D'accord. Et donc ça, Kubernetes, c'est un projet open source qui a été initié par Google, qui manage que du Docker ou d'autres technologies de virtualisation, qui est utilisable que dans le cloud Google. Kubernetes, c'est un projet open source et il y a beaucoup de contributeurs en dehors de Google. Il y a des maintenant la plupart des contributeurs ne sont plus des Googlers. Donc il y a Red Hat, Microsoft. Effectivement. Et donc le corps de Kubernetes est hautement pluggable. Je ne sais pas comment on dit en français. Enfichable. On peut mettre des services, où effectivement on peut rajouter des services qui sont propres à une plateforme. Mais en tant qu'utilisateur de Kubernetes, vous ne voyez pas ces implémentations. C'est un peu comme une interface et une implémentation en Java. D'accord. Oui. Et donc, effectivement, le produit dérivé de Kubernetes pour Google, c'est Container Engine, qui lui va plugger des services qui ont fait leur preuve dans le cloud Google jusqu'à maintenant. Mais donc il y a quand même une sorte d'API commune que les implémentations vont pouvoir implémenter à leur sauce. Et le but c'est de faire tourner des conteneurs Docker. D'accord. Qu'est-ce que tu parles également de... Tu as une autre session J'ai une session ce soir. Tout à l'heure. Ouais, je suis encore en train de préparer dans ma tête. Et je vais parler d'App Engine à nouveau, ManageVM, et je vais parler de mon framework web qui s'appelle Fluent HTTP. Ouais, je voudrais bien que tu dises deux mots. Qui est un super bon framework. J'adore. C'est tel que je le décris, c'est le Node.js pour Java. En gros, donc ça prend tout. Node.js est en train d'exploser au niveau runtime parmi les startups.
Et en fait, on peut faire l'équivalent en Java. Ouais, c'était assez marrant de voir l'application Node, l'application Java, et on arrive à une même concision, une même expressivité. C'est un framework qu'on a démarré il y a 1 ou 2 ans dans le cadre de Code Story, qui est très inspiré de Sinatra dans le monde Ruby et de Express dans le monde Node. Et l'idée, c'est d'utiliser la syntaxe Java 8 pour faire un serveur web avec une syntaxe très expressive, très compacte. Et l'idée, c'est pas seulement une stack HTTP pour faire des serveurs REST, c'est vraiment une stack web. Donc ça gère tout ce qui est ressources statiques, conversion de CoffeeScript en JavaScript à la volée, conversion de less en CSS, etc. Et donc c'est une stack vraiment très riche et à la fois très très condensée, très compacte, très petite, qui démarre très très vite, qui est très rapide. Temps de démarrage, ça reste quelque chose de critique dans le web. Là on démarre en 100 millisecondes. Voilà. C'est pas mal. Hein, voilà. Donc ça tourne très bien sur ManageVM avec Java 8. Je vais montrer ça ce soir. Les derniers JDK. Un petit point sur les langages supportés, peut-être ce qui arrive derrière quand on parle d'App Engine. Donc App Engine, là on finit PHP qui j'espère va sortir dans peu de temps. Moi j'ai d'assez bons échos des dernières modifications qui ont levé beaucoup de problèmes. C'est quand même le langage majoritaire du web, qu'on le veuille ou non. Et donc le supporter au niveau d'une plateforme cloud à la Google, c'est-à-dire hautement scalable, ça va vraiment ouvrir des nouvelles portes pour nos clients. D'accord. On a des clients assez intéressants. Bon, Java, Python, Go. Donc Java, Python, Go, ça c'est les trois frères Inis. On peut s'attendre à autre chose derrière? Autre chose, ça va être sur ManageVM. D'accord. Donc ManageVM, donc on va supporter les runtime préférés de Google, mais on ouvre la porte à des custom runtime, ce qu'on appelle des custom runtime, où là, ce que vous voulez, .NET, C#, Fluent HTTP. Donc on a déjà fait le travail ensemble avec David pour défricher un petit peu c'est quoi être un custom runtime. C'est comment on peut rentrer un custom runtime dans l'écosystème d'App Engine. Et profiter, Et donc, on veut ouvrir ça à d'autres développeurs qui vont fournir Golo, ce que vous voulez. Ce que je disais, ce qu'on voyait hier quand même, c'est que toutes les API de toutes les briques Google sont disponibles pour la stack Node. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les développeurs Node. Et puis, moi, j'ai redécouvert le runtime Go pour App Engine et c'est vrai qu'il faut aller jeter un petit coup d'œil quand même. D'accord. Dernier point, Firebase. Ouais. Ça, je suis tombé amoureux de Firebase. Il est amoureux. Il est amoureux de Firebase. En fait, les 3 heures auraient pu être réduites à 3 minutes. Ouais. Firebase, c'est simple. J'avais une application donc Java avec un backend Java, beaucoup de JavaScript, un peu de JavaScript et comme backend le Data Store App Engine. Et j'ai réécrit quelque chose d'un petit peu mieux en 5 minutes avec Firebase, tout client-side, de création du compte comprise, quoi. Donc voilà. Firebase en 2 mots. En 2 mots, c'est un BAS. C'est un backend as a service. C'est une base de données non structurée JSON qui offre nativement des services de synchronisation, de diffusion des updates à travers des WebSockets à tous les clients. Et surtout, la documentation, elle est concise, elle est simple, elle est ciblée pour toutes les plateformes iOS, Android, Java, Node, JavaScript client-side. Et donc, en une ligne, on crée des objets dans la base. En une ligne, on s'abonne aux updates. Et puis voilà, on a une application qui est hautement responsive. Donc je rappelle que Firebase a été racheté par Google récemment, en fait. Donc, c'est des fous qui ont des idées... une idée à la minute à San Francisco. Et donc, on va essayer de voir comment les bien positionner pour l'offre globale de la plateforme. Ce qui est important, c'est que, comme tu le disais, c'est quelque chose qui s'adresse pas seulement au mobile, mais au web aussi, et surtout qui est travaillé avec des SDK qui sont dédiés à chacune de ces technos où on se sent vraiment normalement à l'aise par rapport à la manière dont... Les API sont vraiment idiomatiques à chaque plateforme. On n'est pas là à rentrer dans un moule unique. Ils sont rentrés dans les moules des différents langages. C'est super agréable. Bon, donc un objectif pour vous tous, c'est d'aller regarder Firebase, firebase.com. D'ailleurs, tu as un talk toi demain. Non, tout à l'heure. En même temps que moi, mais faut pas y aller. Firebase, un super allez voir sur Parlaise. Complètement distribué sur Android. Vous verrez tout ça sur Parlaise en tous les cas. Bon, merci. Merci Alexis. À bientôt.